de déontologie médicale, donc dans le chapitre droit médical du module 2, troisième rotation, donc 2019-2020. Alors, les objectifs du cours consistent pour un futur médecin généraliste, de connaître la définition de la déontologie médicale, connaître les droits du malade, connaître les devoirs généraux du médecin et ses devoirs envers son malade. Et le médecin généraliste est tenu aussi d'apprendre les règles de confraternité et les faire respecter dans la vie professionnelle. Donc ça, ce sont les objectifs du cours destinés aux futurs médecins généralistes. Alors le plan du cours, donc, c'est définition, les devoirs généraux, le secret médical des malades, secret et documents, la confraternité, les règles particulières à certains modes d'exercice, surtout donc l'exercice en clientèle privée, un mot sur la discipline, donc l'instance disciplinaire et les sanctions, et on termine par la conclusion. En définition, donc la déontologie médicale est l'ensemble des principes, des règles et usages que tout médecin doit observer ou dont il s'inspire dans l'exercice de sa profession. Donc tout médecin, quel que soit son mode d'exercice, privé ou public, ou quel que soit son grade, donc est tenu donc de respecter ces règles de bonne pratique. Les dispositions du code de déontologie médicale s'imposent à tout médecin ou étudiant en médecine autorisé à exercer la profession dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur. Vous savez très bien que le médecin, pour qu'il puisse exercer donc normalement donc la profession, doit répondre à certains critères, la nationalité algérienne, avoir un diplôme, ne pas faire l'objet d'une peine infamante, ne présentant pas une pathologie incompatible avec l'exercice de la profession et être inscrit au niveau donc, du Conseil de l'ordre des praticiens. Vous savez, donc, ce code de déontologie donc, comporte plusieurs articles. Donc, j'ai essayé donc, de sélectionner donc, les données, donc, le contenu donc, des principaux articles. Donc, nous allons voir donc, les devoirs généraux du praticien. Donc, le médecin est au service de l'individu et de la santé publique. Donc, il voit donc, un malade, son malade, et en même temps, il peut voir plusieurs malades. Et donc il agit. Donc, son rôle, c'est donc de veiller à ce que donc, son malade soit en bonne santé et de là, donc la bonne santé donc, de la société d'une manière générale. Il exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine. Vous savez très bien que donc, la personne humaine, elle est sacrée. Et le médecin, il est là donc, pour soulager les souffrances. Donc, pour sauver les vies et non pas pour commettre des actes antisociaux. C'est pour ça que sa mission, c'est le respect de la vie et de la personne humaine. La vocation du médecin consiste à défendre la santé physique et mentale de l'homme et à soulager la souffrance. Donc, le médecin doit prendre en charge donc, en totalité donc, son malade. Ce malade peut souffrir uniquement donc, de signes subjectifs psychiques, comme il peut souffrir donc, de manifestations physiques. Et donc, le médecin est tenu donc, de prendre en charge donc, son malade dans sa totalité et essayer donc, de soulager ses souffrances. Il n'est pas tenu par une obligation donc, de résultat, mais il est tenu donc, de prodiger les soins nécessaires, de mettre à la disposition de son malade tous les moyens, toutes ses compétences techniques et tous les moyens qui sont mis à sa disposition pour soulager éventuellement les souffrances et pourquoi pas donc, de le guérir. Le médecin doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Donc là, est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, docteur. Okay. Oui, on vous entend. Donc le médecin doit porter secours à un malade en danger immédiat ou s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Ça veut dire quoi? Vous savez que la profession médicale
refuse donc l'abstention, ça veut dire que le médecin, logiquement, on est requis H24. On est à la disposition donc de nos malades. Donc, le médecin doit porter secours directement à son malade s'il est en danger. Parfois, le médecin ne peut pas, dans l'immédiat, prodiguer les soins nécessaires à son malade, mais il doit s'assurer qu'il reçoit les soins nécessaires. Ça veut dire qu'il peut appeler un autre confrère, il peut appeler donc la protection civile s'il s'agit d'un malade en dehors d'un milieu hospitalier, etc. Donc, quand on dit donner donc, des soins à un malade en danger immédiat, il ne faut pas que le médecin lui-même s'expose au danger. Ça, c'est important. Parfois, le médecin ne peut pas prodiguer les soins nécessaires à son malade. Je prends l'exemple, il s'agit d'un incendie et un malade qui est dedans, une personne qui est dedans, le médecin certainement ne peut pas lui prodiguer les soins. Mais il est tenu donc d'appeler le secours. Autre point, le médecin est libre de sa prescription qu'il estime la plus appropriée. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est vrai que le code de déontologie ne contrôle pas les médecins sur la manière de prescrire. Cependant, le médecin doit prescrire les médicaments, le peu de médicaments, les médicaments les plus efficaces, et dans l'intérêt exclusif de son malade. Ça veut dire que c'est pour améliorer l'état de santé de son malade. Donc, si le médecin prescrit donc la prescription de beaucoup de médicaments, c'est une souche d'ordonnance, ne donne pas généralement de résultats. Donc, on prescrit des médicaments en fonction, donc, une fois que le diagnostic est posé. Donc, on ne prescrit pas sur des symptômes. Le médecin, il est responsable de ses actes professionnels et ne doit exercer que sur sa véritable identité. Ça veut dire que on ne peut pas donc utiliser le nom de quelqu'un d'autre. Donc, le médecin doit exercer sa véritable identité. Donc, le nom, il est connu, il exerce dans un milieu public ou privé, dans un endroit. Il faut qu'on puisse identifier le médecin et le lieu de son exercice. Le médecin a le droit et le devoir d'entretenir et de perfectionner ses connaissances. Ça veut dire c'est la formation médicale continue, quel que soit le grade du médecin, du généraliste au plus haut gradé. Donc, il y a toujours des nouveautés en matière scientifique. Et donc, le médecin doit actualiser donc, ses connaissances. Le médecin doit s'interdire dans les explorations ou traitements qu'il pratique de faire courir aux malades un risque injustifié. Ça veut dire le rôle du médecin, c'est quoi? C'est de soulager les malades. Soulager les malades en leur prescrivant donc, les médicaments nécessaires. Si le malade nécessite des explorations paracliniques, donc il ne faut pas qu'on expose le malade à d'autres risques. Et ces explorations se demandaient dans l'intérêt exclusif du malade, non pas dans l'intérêt exclusif du praticien. Le médecin doit s'abstenir, même en dehors de l'exercice de sa profession, de tout acte susceptible de déconsidérer celle-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si je suis médecin, donc sur le plan déontologique, donc je n'ai pas le droit, donc, en dehors des heures légales de mon travail, d'exercer une autre profession. Je deviens mécanicien, je deviens coiffeuse, je deviens. D'accord? Donc, le médecin, il restera toujours exercer le métier de médecin et uniquement donc, le métier de médecin. Parce que exercer une autre profession en dehors de la profession médicale, donc risque donc de porter préjudice à l'ensemble des membres de la profession médicale. Et ça, elle est sanctionnable comme infraction sanctionnable par le code de déontologie médicale. Nous allons passer au chapitre, un mot sur le chapitre secret professionnel. Donc, il y a plusieurs articles qui parlent du secret professionnel. Donc, nous avons donc le code pénal, c'est l'article 301. Nous avons donc le code de déontologie médicale, plusieurs articles. Et nous avons donc la nouvelle loi de santé qui parle de donc, plusieurs articles qui traitent le problème du secret médical. Donc, ce secret professionnel, il s'impose à tout médecin. Ça veut dire que c'est un secret qui est absolu, tout en sachant que le seul détenteur du secret. S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi de vous interrompre. Veuillez accepter l'invitation de nos collègues. Ils n'arrivent pas à se connecter. Il faut que vous approuvez leurs demandes, leurs invitations. Merci. Okay.
9 personnes attendent administration. Normalement, c'est bon. Vous êtes en train de partager votre écran. C'est bon? Les gens ont besoin de C'est bon? Vous m'écoutez? Oui, monsieur, c'est fait, c'est bon, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je reprends sur le secret professionnel. Donc, le seul détenteur du secret est le malade et uniquement le malade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le médecin est tenu de donner toutes les informations nécessaires sur l'état de santé de son malade à son malade. Sauf dans certaines situations où parfois donc, le médecin est tenu un petit peu de cacher la vérité pour son malade s'il estime que sur le plan diagnostic, c'est un diagnostic qui est grave, que sur le plan psychologique, donc il ne peut pas supporter l'annonce du diagnostic. Donc, et vu le risque qu'il refuse donc, de suivre le schéma thérapeutique, donc c'est dans l'intérêt du malade, parfois on cache la vérité, mais on est tenu d'informer un des membres de sa famille le plus proche sur la réalité de l'état de santé du malade. Donc le médecin est tenu d'informer le malade. Dans certaines situations, le médecin est obligé de divulguer donc, certaines informations par exemple, s'il est requis. En cas de réquisition, le médecin, c'est une obligation légale de violation du secret professionnel. Dans le cas de mauvais traitement de l'enfant, le médecin est tenu donc, de dénoncer, donc, de violer le secret professionnel. En cas de maladie contagieuse, en cas d'accident de travail, de maladie professionnelle, en cas de décès, le médecin est tenu donc de déclarer. En cas de naissance, donc dans certaines situations, le médecin il a le droit donc, de violer légalement le secret professionnel. S'il ne le fait pas, il sera sévèrement sanctionné. Alors, c'est un secret qui est absolu selon l'article 301 du Code pénal. Tout ce que le médecin a vu, entendu, compris ou lui a été confié dans l'exercice de sa profession. Ça veut dire que j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien compris. Alors, en cas de décès, le secret médical n'est pas aboli par le décès du malade, sauf pour faire valoir ses droits. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les ayants droit du malade, du défunt, parfois ils ont besoin d'un document auprès de la Caisse de sécurité sociale, donc pour qu'ils puissent obtenir donc, le capital de décès. Donc parfois ils ont besoin donc, de la cause du décès et parfois donc le médecin, donc il peut, par le biais donc, du médecin de la caisse, de leur donner un document aux ayants droit qu'ils le déposent au niveau de la caisse et comme ça ils peuvent récupérer donc, le capital de décès ou autre. Alors, donc, le médecin travaille avec une équipe. Tous les membres de son équipe sont tenus par respecter le secret professionnel. Le médecin rédige des documents, des dossiers médicaux. Et donc, le manipulateur ou les manipulateurs de documents médicaux, les secrétaires, les surveillants médicaux, donc les médecins, les résidents, tout le monde, donc, sont tenus donc, à respecter le secret médical en manipulant les documents et les dossiers médicaux des malades. Hey.
هاو تجي وتروح تجي وتروح تزاير. Vous m'entendez? Oui, Hakim. Ah, d'accord. On s'excuse, hein, c'est la connexion. Hein. عطاك العمل باش تنجستري هذا هيك انغوجيسترمون نشوفها. غلط هذيك هذيك انغوجيسترمون. Si, vous m'entendez? Hakim. C'est bon? Oui, on vous entend. لا هذه بان نحتاج. dis ok ça vous pouvez dire pendant que vous enregistrez c'est un attendez Alors on va continuer, hein, on s'excuse du dérangement. Hein. Vous m'entendez? Oui, Hakim. Okay. Alors on passe au chapitre les devoirs envers le malade. Le médecin doit s'efforcer d'éclairer son malade par une information intelligible et loyale sur les raisons de tout acte médical. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le médecin est tenu donc de donner des informations à son malade. Donc, ces informations seront données en fonction donc de l'état de santé du malade et du niveau intellectuel du malade. C'est-à-dire le médecin doit descendre, il va se mettre sur le même pied de compréhension que son malade pour que ce dernier puisse comprendre ce que va lui dire son malade. Donc, cette information, elle vient dans l'intérêt du malade. C'est une information qui est simple. Il va donner un résumé de la situation, de l'état de santé de son malade. Donc, simple et loyal, un petit résumé, et le malade pour qu'il puisse le comprendre. Parce que vous savez très bien que le médecin n'a pas le droit donc de prodiguer des soins à son malade sans avoir au préalable obtenu son consentement. Donc, et ce consentement, il ne peut être obtenu qu'après avoir été informé par son médecin. Sauf dans certaines situations d'urgence
où le médecin peut prodiguer des soins à son malade, parce que son malade est dans un état grave ou incapable majeur, mais après donc l'acte médical, le médecin doit encore informer après donc les raisons de son acte médical ou médico-chirurgical. Donc ce consentement, il doit être libre et éclairé. Ça veut dire libre sans aucune violence, ni physique, ni psychologique. D'accord? Les personnes qui sont capables, ou que leur consentement est valable, ce sont donc les malades qui jouissaient de toutes leurs facultés mentales, physiques et mentales, en dehors donc, du mineur et de l'incapable majeur, donc le malade mental. Si le malade est en péril ou incapable d'exprimer son consentement, le médecin doit donner les soins nécessaires. S'il ne donne pas les soins nécessaires, le malade, son état de santé s'aggrave ou il décède, donc le médecin peut voir sa responsabilité pénale engagée et ça devient comme infraction la non-assistance à personne en danger. C'est un problème de connexion, on s'excuse pour la connexion. Hakim, le partage d'écran s'est arrêté. Oui, c'est un problème de connexion. On est au département de médecine. Hein. De toute façon, on peut, vous avez déjà le cours au préalable. Vous m'entendez? Vous avez le cours au préalable? Oui. Donc, on peut même en discuter, hein, si vous m'écoutez. Donc, on a donc le devoir envers le malade, puis on passe au devoir de confraternité, et puis donc de la discipline, un peu de la discipline. D'accord? D'accord. D'accord. On s'excuse, c'est un problème de connexion. Alors, pour les devoirs, vous m'entendez? On continue. Vous m'entendez? Oui, Hakim, Oui, on vous entend. On n'est pas obligé de continuer, hein, parce que le temps... Le partage. Oui, on le partage la même chose. Donc, alors, pour les devoirs, on passe, s'il vous plaît, au devoir de confraternité. La confraternité est un devoir primordial entre les professionnels de la santé, entre les médecins. Le médecin il est strictement interdit de médire donc d'un confrère, de le calomnier. C'est strictement interdit par le code de déontologie médicale. Parce que le fait de donner ce type d'information, de médire d'un confrère, donc on va lui porter donc préjudice. Donc, blocage. Mais moi, hey. Partager l'écran, non.
j'ai fait lire le Bénin, je ne vais pas C'est bon? On peut continuer. Oui, ça fonctionne. Oui, Hakim. Merci, merci. Ah, mais tu me cherches là bien. Vous m'entendez? Oui. Oui, Hakim. Alors le médecin doit formuler donc ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire et doit veiller à la bonne compréhension des prescriptions par le malade ou par son entourage. Il doit s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez très bien quand le médecin rédige une ordonnance, le premier qui doit être informé du contenu donc, de l'ordonnance, c'est bien le malade. C'est le nombre de médicaments et le mode d'utilisation des médicaments. D'accord? Ça, c'est important. Son écriture doit être lisible, claire, parce que l'exécuteur d'une prescription, c'est le pharmacien ou parfois c'est le vendeur de pharmacie. Donc, en écrivant mal un médicament, on risque donc de causer un préjudice donc, au malade. Donc, l'écriture doit être donc, lisible. Si le malade est incapable ou s'il s'agit d'un mineur, donc l'information est donnée donc, au tuteur légal de la personne. En cas de refus de soins médicaux, il est exigé du malade une déclaration écrite à cet effet. Enfin, exceptionnellement, où le malade refuse des prestations médicales. Ça veut dire que le médecin il doit tout faire pour convaincre ce malade pour que ce dernier puisse adhérer à la conduite thérapeutique du médecin. Si le malade refuse une première fois, il ne faut pas que le médecin s'en débarrasse rapidement de son malade en lui demandant donc de rédiger un écrit de refus. Il faut tout faire pour essayer de le convaincre. Si le médecin n'arrive pas à convaincre son malade, donc on exige une déclaration écrite à cet effet, c'est donc le malade qui la rédige, et donc qui va servir de preuve pour l'éventuel si le malade dépose plainte par la suite contre le médecin. Dans certaines situations, même si le malade refuse les prestations médicales, le médecin est tenu donc de le soigner contre son gré. C'est comme maintenant dans le cas donc, de maladie, donc la pandémie de Covid-19. Si le malade refuse le traitement, on est obligé donc de le traiter parce qu'il y a un risque potentiel de contamination pour donc d'autres personnes. Donc le médecin doit être donc le défendeur de son malade. D'accord? S'il estime qu'il s'agit d'un malade qui est maltraité, mal pris en charge par son entourage, donc il devient son premier avocat, il va le défendre donc pour sa prise en charge médicale adéquate. Si au cours de sa pratique quotidienne, le praticien constate qu'il y a donc une personne mineure ou une personne handicapée, victime de mauvais traitements, soit par omission, soit par action, ou de traitement inhumain, de privation. Donc, le médecin est tenu, dans la nouvelle loi de santé, donc il est obligé d'informer les autorités compétentes, soit donc l'assistante sociale, soit d'hospitaliser le malade, soit donc le directeur de la santé, ou bien donc le juge des mineurs, tout en sachant que le diagnostic de mauvais traitement de l'enfant n'est pas facile. Donc, surtout pour un médecin généraliste qui n'est pas expérimenté, c'est pour ça qu'on demande toujours aux médecins généralistes, à nos confrères, s'ils ont des difficultés, n'hésitez pas à contacter un spécialiste en la matière donc pour une prise en charge adéquate. Le médecin ne doit pas s'immiscer dans les affaires de famille de ses malades. Ça ne le regarde pas. Ce qui lui intéresse, c'est uniquement le malade et uniquement le mal état de santé de son malade. Donc, les documents, la prescription, les documents établis par le médecin doivent être lisibles, donc l'écriture claire.
Donc, à partir de l'écriture, à partir d'un document, on peut facilement identifier la date de sa délivrance, de qui émane donc le médecin qui travaille au milieu de l'hôpital. Donc, il y a la griffe, il y a la griffe du service. Il s'agit au milieu privé. Donc, dans l'ordonnance, il y a des informations que doivent être inscrites sur l'ordonnance médicale. Donc, c'est facile donc d'identifier donc le médecin. Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des honoraires ou des actes effectués sont interdits. Donc, les actes, donc il y a une tarification des honoraires du praticien, d'accord? Et donc, le médecin doit respecter donc ses tarifs. S'il les dépasse, il risque d'être poursuivi par le Conseil de l'ordre des médecins. La délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance est interdite. Donc, un rapport tendancieux, un faux document, soit dans la forme, soit dans le fond. Vous attestez faussement un document, vous mettez le nom de quelqu'un qui n'est pas malade à la place du vrai malade parce qu'il n'est pas donc affilié à une caisse de sécurité sociale. Vous donnez un arrêt de travail à quelqu'un, alors vous n'avez pas vu donc le malade. Ça, ce sont des faux documents. En plus de la sanction disciplinaire dans la section ordinaire des médecins. Donc, il y a donc l'action pénale et peut être engagée, et donc les sanctions pénales, soit des amendes, soit des emprisonnements contre le praticien. La confraternité, on passe au chapitre confraternité, est un devoir primordial des médecins. Elle doit s'exercer dans l'intérêt des malades et de la profession. Donc, les médecins sont tenus d'établir donc des relations de bonne confraternité entre eux. Tout ça, l'intérêt, l'objectif final, c'est quoi? C'est d'améliorer l'état de santé de nos malades. Les médecins doivent faire preuve de solidarité humaine. Ils se doivent une assistance morale. Ça veut dire que les médecins doivent être solidaires. Si un médecin est injustement attaqué, donc c'est les médecins qui vont le défendre, etc. Il est interdit de calomnier un confrère, de médire de lui ou de faire l'écho de propos capables de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Donc, ces informations, donc, il ne faut pas les véhiculer, donc, soit dans les journaux, soit dans la presse écrite ou par Facebook ou n'importe par Internet. Donc, c'est strictement interdit. Il est d'usage que le médecin, dans ses activités professionnelles, donne gratuitement ses soins à son confrère ou à des personnes à sa charge, aux étudiants en sciences médicales, au personnel à son service et à son collaborateur direct. Donc, n'est pas obligé de le faire, mais c'est sur le plan déontologique, il est préférable, il est souhaitable qu'il donne gratuitement des soins à tous ces personnels. On passe à certaines règles particulières dans l'exercice de la profession et surtout donc l'exercice au milieu privé. Parce qu'au milieu public, donc généralement il y a la source d'ordonnance de l'hôpital, de l'établissement hospitalier, et donc le médecin il met sa griffe, etc. Par contre, au milieu privé, il y a des informations qui sont obligatoires à mettre sur la fiche d'ordonnance ou bien sur la plaque qui doit être fixée au niveau de l'entrée de l'immeuble ou donc devant donc, le cabinet de l'hôpital. Donc, vous avez le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone et les horaires de consultation. Tout ça, c'est pour l'intérêt des personnes malades qu'ils puissent vous contacter le médecin. Il voit donc le siège de son cabinet et les horaires de la consultation. Si le médecin exerce en association, donc un groupe de médecins, donc il faut mettre donc le nom de tous les médecins exerçant ensemble. Les titres et fonctions et qualifications recoulent. Je prends un exemple. Si donc médecin généraliste XY, l'adresse, la rue Bouzred Houssine, numéro, bâtiment, horaire de consultation, dimanche, jeudi, donc dimanche, mercredi, matin et après-midi, et le jeudi, la matinée, etc.
Donc, ce médecin généraliste ne peut pas, donc, il est médecin généraliste, il n'a pas le droit de mettre sur la plaque, donc, médecin des hommes, médecin des femmes, médecin HTA, médecin diabète, etc. Voilà. La plaque ne peut pas dépasser donc 25 sur 30 cm. Elle peut être, donc, ne peut être apposée qu'à l'entrée du cabinet, sur la boîte aux lettres et à l'entrée de l'immeuble. Pas à 150 mètres, à 200 mètres ou à 400 mètres. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, monsieur. On parle un peu de la discipline prévue dans le code de déontologie médicale. Donc, tout médecin peut être traduit devant la section ordinale et régionale compétente à l'occasion de fautes commises dans l'exercice de ses fonctions, tout en sachant que une faute médicale peut avoir des incidences sur le plan disciplinaire, donc le code de déontologie, ou bien des actions judiciaires, civiles ou pénales pour la même faute. Alors, les sanctions disciplinaires que le conseil régional peut prendre sont, bien sûr, une fois donc le médecin est poursuivi donc, au niveau donc, de la section ordinale, il est convoqué, il y a une procédure, il est entendu, puis il passe devant une commission, d'accord? Il a le droit d'être donc à la défense. Et puis, donc, si la sanction est maintenue, donc, parmi les sanctions qui peuvent être prises par la section ordinale régionale, la commission disciplinaire, vous avez donc l'avertissement et le blâme. Il peut également proposer aux autorités administratives compétentes l'interdiction d'exercer la profession et ou la fermeture de l'établissement. Je prends un exemple. Si le médecin commet donc un acte antisocial, un avortement non thérapeutique non justifié, donc ils peuvent, donc la commission disciplinaire peut lui interdire l'exercice de la profession. Elle peut même lui retirer donc, le diplôme parce que c'est un acte qui est antisocial, qui porte préjudice à l'ensemble des membres de la profession médicale. Pour conclure, on peut dire que le médecin est tenu d'observer et de respecter les principes et les règles de la déontologie médicale, hein, c'est une obligation déontologique. Les infractions aux règles et dispositions édictées dans le code de déontologie médicale relèvent des instances disciplinaires et non pas dans des instances judiciaires. L'exercice de l'action disciplinaire ne fait pas obstacle aux actions judiciaires civiles ou pénales, à l'action disciplinaire de l'organisme ou établissement dont dépend éventuellement le mise en cause, et les sanctions de même nature pour une même faute ne sont pas cumulées. Je m'explique, ça veut dire que je prends un médecin qui délivre un faux document, un certificat médical de complaisance. Donc, faux document, c'est une faute pénale grave. Je prends un arrêt de travail. Un faux document, exemple, arrêt de travail non justifié. Donc, l'employeur peut déposer plainte. Et donc, un faux document, certainement qu'il va y avoir donc des sanctions pénales. Les sanctions pénales sont quoi? C'est soit une amende, soit l'emprisonnement, ou les deux peines à la fois. La commission disciplinaire de la section ordinale régionale des médecins, elle peut prendre des mesures disciplinaires, soit un avertissement, soit un blâme. En même temps, le médecin, il se travaille en milieu public, donc l'employeur peut le poursuivre donc sur le plan disciplinaire. S'il lui donne un avertissement, avec celui donc, de la section ordinaire, on ne va pas lui comptabiliser deux avertissements parce que les sanctions pour la même faute ne sont pas cumulées. Donc, vous avez comme référence bibliographique, vous avez donc le code déontologie donc, de 92, donc 276-82.